Entre chagrin déchirant, trahison et un conflit de paternité qui pourrait bien bouleverser des vies, préparez-vous à être choqués. Alors attrapez votre popcorn, prenez quelques mouchoirs et plongeons ensemble dans ces histoires folles. L'affaire tourne autour de Madame Miller, déterminée à prouver que son ex-petite amie, Scotty Rasmussen, n'est pas le père biologique de sa fille de 3 ans, Zailey Rasmussen. Madame Miller affirme qu'elle mène un véritable combat judiciaire, ayant demandé à plusieurs reprises un test ADN pour trancher la question, mais que toutes ses requêtes ont été refusées, jusqu'à maintenant. Elle est catégorique. Scotty n'est pas le père de Zailey et explique qu'elle était avec un autre homme au moment de la conception. Et Scotty, il ne recule devant rien. Il insiste sur le fait qu'il est bien le père de Zailey et accuse Madame Miller de vouloir l'écarter de la vie de l'enfant, simplement parce qu'elle le déteste depuis leur rupture tumultueuse. Madame Miller et Scotty entretenaient une relation en dents de scie, marquée par l'infidélité. Scotty admet aussi avoir été infidèle, ce qui a mis fin à leur fiançailles, mais il affirme que le refus de Madame Miller de reconnaître sa paternité est une pure vengeance. Il dit avoir joué son rôle de père, parcourant 260 km aller-retour tous les 15 jours, soit plus de 16 000 km au total. Pour voir Zailey, il paie aussi près de $50 par semaine de pension alimentaire, en plus d'autres frais, et a même signé l'acte de naissance de Zailey. Scotty affirme qu'il a été présent à chaque étape de la vie de sa fille, des rendez-vous médicaux jusqu'à l'accouchement, et se bat aujourd'hui pour obtenir des droits de visite, car, selon ses mots, Zailey est tout pour lui. Mais Madame Miller présente une toute autre version. Elle affirme que Scotty ne s'intéresse aux droits de visite que pour pouvoir déclarer Zailey sur ses impôts, et non par amour. Elle estime que la pension qu'il verse ne suffit pas à couvrir les besoins de leur fille, comme des vêtements adaptés ou même des sous-vêtements. Elle insiste sur le fait que Zailey porte encore des couches d'apprentissage en raison de difficultés d'apprentissage, et non par négligence. Plus grave encore, Madame Miller lâche une véritable bombe selon elle. Zailey aurait été conçue en mars 2011, période à laquelle Scotty était à Las Vegas, tandis qu'elle, de son côté, avait eu une relation avec un autre homme après leur rupture. Elle affirme même que Zailey ressemble davantage à cet autre homme qu'à Scotty. L'ambiance se tend dans la salle d'audience tandis que la juge approfondit l'enquête. Scotty partage un moment fort, il raconte s'être précipité à l'hôpital pour la naissance de Zailey, parcourant 70 km sur des routes enneigées du Wisconsin en moins de 35 minutes pour arriver avant Madame Miller. Il affirme avoir été à ses côtés pendant l'accouchement et avoir pris plusieurs jours de congé pour rester auprès de sa fille nouveau-née. Mais Madame Miller conteste ce récit, affirmant que Scotty était absorbé par son ordinateur portable pendant l'accouchement et qu'il avait disparu pendant 20 minutes après la naissance de Zailey. Selon elle, il ne montrait aucun signe d'enthousiasme à devenir père. La juge Lake interroge alors Madame Miller sur la raison pour laquelle elle a attendu 5 ou 6 mois après la naissance pour remettre en question la paternité de Scotty. Madame Miller explique qu'au fur et à mesure que Zailey grandissait, ses traits ressemblaient de plus en plus à ceux de l'autre homme. De son côté, Scotty sort des photos, comparant un cliché de lui à 3 ans avec celui de Zailey, affirmant qu'ils partagent le même menton et les mêmes fossettes. Madame Miller, sceptique, secoue la tête face à cette comparaison. Le drame s'intensifie lorsque Madame Miller admet qu'elle ne sait même pas où se trouve l'autre père potentiel. Il a changé de numéro, déménagé et a disparu. La juge Lake souligne l'ironie de la situation. Madame Miller accuse Scotty d'infidélité, mais elle a, elle aussi, eu une relation avec un autre homme pendant leur rupture. Pourtant, Scotty n'a jamais cessé d'assumer ses responsabilités. Il a payé une pension, parcouru des kilomètres pour exercer son droit de visite et a donné à Zailey son nom de famille, même après leur séparation. La juge Lake l'interroge pourquoi n'avoir jamais parlé de cet autre homme à Scotty alors qu'il s'est toujours impliqué dans la vie de Zailey. Scotty est submergé par l'émotion en évoquant le lien qu'il partage avec Zailey. Chaque moment passé avec elle, au parc, à la pêche ou dans un parc d'attractions, est inestimable à ses yeux. Il raconte avoir dû surmonter de nombreux obstacles pour obtenir ses droits de visite, d'abord des rencontres surveillées au parc, puis un accès un week-end sur 2. Il se dit prêt à recevoir les résultats du test ADN, convaincu d'être le père de Zailey, mais avoue qu'il serait anéanti si ce n'était pas le cas. Madame Miller, elle, reste ferme et va jusqu'à proposer que Scotty arrête de payer la pension s'il accepte de lui céder Zailey, une proposition que Scotty refuse avec passion. Le moment de vérité arrive avec les résultats ADN, et le verdict est un choc. Scotty n'est pas le père de Zailey. La salle d'audience explose lorsque Madame Miller laisse éclater sa joie, ce qui déclenche une vive réprimande de la juge. Celle-ci dénonce le manque de compassion de Madame Miller, d'autant plus que Scotty s'effondre en déclarant que Zailey est toute sa vie. La juge est furieuse selon elle. La réaction de Madame Miller nie le lien profond que Scotty a construit avec l'enfant et fait abstraction du fait que l'autre père potentiel ne veut rien avoir à faire avec elle. Elle insiste:
Zaylee mérite un père qui se soucie réellement d'elle, et Scotty a fait des trajets de 260 km aller-retour. Un effort que beaucoup de mères rêveraient de voir chez un père. La juge Lake ne mâche pas ses mots. Elle dit à Madame Miller que ses choix détermineront un jour l'histoire qu'elle racontera à Zaylee à propos de son père. Elle l'exhorte à retrouver le père biologique qui a l'obligation légale de soutenir l'enfant et à penser avant tout à l'avenir de sa fille. À Scotty, la juge adresse toute sa compassion, reconnaissant sa douleur et l'attachement qu'il a noué avec Zaylee. Le tribunal propose un accompagnement psychologique avant de lever l'audience, laissant tout le monde sous le choc. Mais ce n'est pas tout. L'affaire suivante concerne Madame Lohman, qui espère désespérément que son fiancé, Jonathan Mitchell, est bien le père biologique de sa fille de 10 mois, London. Elle est accompagnée de sa mère, et toutes deux prient pour que les résultats du test ADN consolident leur avenir familial. Mais voici le hic Monsieur Mitchell. Même s'il aimerait être le père de London, en doute fortement. Il est tellement convaincu du contraire qu'il est prêt à annuler leur mariage prévu le mois prochain, si le test confirme qu'il n'est pas le père. Pour ajouter à la tension, la cousine de Monsieur Mitchell, Madame Pumil, soupçonne Madame Lohman de profiter de la gentillesse de Jonathan. L'histoire entre Madame Lohman et Monsieur Mitchell remonte au lycée, où ils étaient de proches amis. Jonathan a eu une enfance difficile, ayant dû élever ses frères et sœurs dans un foyer marqué par la violence. La famille de Madame Lohman l'a alors accueilli, lui offrant un véritable sentiment d'appartenance. Alors qu'ils vivaient chez eux, leur amitié s'est transformée en relation amoureuse, bien que Madame Lohman ait à l'époque un petit ami. Les choses se sont compliquées lorsque, après quelques baisers volés, ils ont commencé à avoir des relations, alors même que Madame Lohman poursuivait sa relation avec son ex. Lorsque Madame Lohman a découvert qu'elle était enceinte, elle a d'abord cru que le bébé était de son ex, en partie parce qu'elle était encore avec lui, et en partie parce qu'elle ne voulait pas affronter la vérité. Son ex pensait lui aussi être le père, mais après leur rupture, il a disparu et a coupé tout contact. Ce n'est qu'à son deuxième rendez-vous médical, à 6 semaines de grossesse, que Madame Lohman a appris que la conception s'était produite entre le 12 et le 22 octobre. Après avoir vérifié les dates, elle s'est rendue compte qu'elle avait été bien plus souvent avec Monsieur Mitchell qu'avec son ex durant cette période, ce qui a ravivé son espoir que Jonathan soit le père. Madame Lohman a partagé cette possibilité avec Monsieur Mitchell, mais les doutes ont persisté. Jonathan a été présent pendant toute la grossesse, soutenant Madame Lohman et créant un lien fort avec London dès sa naissance, même s'il n'a pas signé l'acte de naissance en raison de l'incertitude. Madame Lohman est désormais convaincue que Jonathan était le père, soulignant les yeux bleus foncés et les longs cils de London, qui, selon elle, ressemblent à ceux de Jonathan, contrairement aux yeux bleu clair et aux cils clairsemés de son ex. Elle montre même des photos à la juge pour prouver la ressemblance. Mais Monsieur Mitchell et sa cousine restent sceptiques, sachant que Madame Lohman était avec 2 hommes au moment de la conception. L'atmosphère dans la salle d'audience devient tendue lorsque la juge s'attaque aux détails compliqués. Madame Lohman admet qu'elle n'a jamais parlé de Monsieur Mitchell à son ex, et que son ex ne sait toujours pas qu'il pourrait ne pas être le père. De son côté, Monsieur Mitchell parle ouvertement de son amour pour London, la qualifiant de merveilleuse et décrivant comment il a pris soin d'elle depuis le premier jour. Mais les doutes pèsent lourdement. Il veut connaître la vérité, même si cela détruit son monde. Madame Pumil exprime ses inquiétudes, affirmant que Madame Lohman compte sur le sens du devoir de Jonathan, le choisissant comme meilleure option plutôt que son ex, qui est absent. Madame Lohman insiste sur le fait que son amour pour Jonathan n'est pas une question de commodité. Elle l'aime depuis qu'ils étaient meilleurs amis au lycée. Mais la juge n'est pas convaincue, avertissant que l'amour et l'espoir ne déterminent pas la paternité. Seuls les faits comptent. Le tribunal apprend que l'ex a complètement disparu, bloquant Madame Lohman et sa famille, laissant aucun moyen de confirmer son rôle sans le test ADN. Entre-temps, Jonathan a demandé Madame Lohman en mariage alors qu'elle était encore enceinte, malgré la question de la paternité, montrant ainsi son engagement envers leur avenir, les projets de mariage et tout le reste. Le moment de vérité arrive avec les résultats du test ADN. Et c'est un coup de massue, Monsieur Mitchell n'est pas le père de London. Madame Lohman fond en larmes, dévastée, tandis que Monsieur Mitchell est visiblement abattu. La juge Lake confirme avec Madame Lohman que son ex est la seule autre possibilité et qu'il n'y a pas de 3e candidat. La nouvelle fait mal, mais ce qui se passe ensuite est vraiment inspirant. Malgré la douleur, Monsieur Mitchell jure de rester dans la vie de London et de devenir son père, suscitant des applaudissements dans la salle. Il déclare même qu'il veut faire fonctionner les choses avec Madame Lohman, en maintenant leur relation en vie. Madame Lohman présente des excuses en larmes à Jonathan, lui avouant son amour, et il lui répond de la même manière, montrant que leur lien est plus fort que les résultats du test. La juge Lake loue leur engagement, mais les exhorte à retrouver le père biologique de London, qui a une obligation légale de la soutenir, afin que London puisse un jour connaître toute son histoire.
Avec une offre de suivi psychologique, l'audience se termine, laissant un espoir pour que cette famille peu conventionnelle puisse avancer. Dans Baker contre Baker, Madame Felice Baker se bat pour sauver son mariage, en prouvant que son fils de 3 mois, Caleb, est l'enfant biologique de son mari, Monsieur Darren Baker. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Felice affirme que toute leur relation dépend des résultats du test ADN. Mais Monsieur Baker lâche une bombe, il croit qu'il est médicalement impossible qu'il soit le père de Caleb, car il a subi une vasectomie il y a 23 ans. Il est tellement convaincu que si le test ADN révèle qu'il n'est pas le père, il est prêt à quitter Felice et leur famille recomposée de 12 enfants. Un face-à-face à haut risque. Le drame commence lorsque Felice, en larmes, admet que leur mariage est sur le point de s'effondrer. Elle révèle que lorsqu'elle est tombée enceinte, elle luttait contre une forte dépendance à l'alcool, s'évanouissant chaque nuit et ne se souvenant plus de certains moments de ses soirées, y compris de savoir si elle avait eu des relations intimes avec un autre homme. Cette incertitude la hante, car elle aime Darren de tout son cœur, mais ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle ne l'a pas trompé. De son côté, Darren a du mal à faire confiance, et ce n'est pas seulement à cause de l'alcoolisme de Felice. Leur relation a commencé de manière chaotique, tous deux étaient mariés à d'autres personnes lorsqu'ils se sont rencontrés, alors que Darren travaillait chez Felice. Leur liaison a fait beaucoup de mal, y compris à leurs 11 enfants issus de mariages précédents, semant des graines de doute. Darren admet qu'il s'est toujours demandé si elle m'a trompé avec moi, pourrait-elle me tromper avec quelqu'un d'autre? Le passé de Felice ajoute de l'huile sur le feu. Darren révèle qu'elle est apparue une fois à The Oprah Winfrey Show pour avoir accumulé secrètement des dettes de dizaines de milliers de dollars derrière le dos de son premier mari. Un scandale qui a fait la une des journaux nationaux. Ce passé amène Darren à douter de l'honnêteté de Felice, surtout maintenant que la paternité de Caleb est mise en question. Felice insiste sur le fait qu'elle n'a jamais trompé Darren, mais ses pertes de mémoire laissent un « et si » persistant dans son esprit. Les choses se compliquent lorsque Darren explique pourquoi il est si certain que Caleb n'est pas son fils. En 1991, pendant la grossesse de son ex-femme avec leur 4e enfant, il a subi une vasectomie. Les recherches qu'il a effectuées suggèrent qu'après 20 ans, une vasectomie rend la conception d'un enfant pratiquement impossible. Lorsque Felice a remarqué qu'elle n'avait pas eu de règles pendant 3 mois et demi, elle a cru qu'il s'agissait de la ménopause. La réponse de Darren : « Si tu es enceinte, ce n'est pas de moi. » 3 tests de grossesse positifs plus tard, le scepticisme de Darren l'a poussé à googler « test de grossesse », faux positif, craignant que Felice n'ait un cancer des ovaires ou de l'utérus. Felice, cherchant la même chose, a paniqué et s'est précipitée aux urgences, où elle a appris qu'elle était enceinte de 3 mois et demi. Un choc que ni l'un ni l'autre n'ont pu vraiment assimiler. Felice considère Caleb comme un miracle de Dieu, attribuant sa grossesse à l'aide qu'elle a reçue pour arrêter de boire et de prendre des médicaments. Elle et Darren ont toujours regretté de ne pas avoir eu d'enfants ensemble, allant même jusqu'à contacter 2 fois un spécialiste de la réversion de vasectomie, mais se rétractant à cause de leur grande famille. Ils ont passé 20 échographies 3D et 4D pour voir si Caleb ressemblait à Darren, mais ces doutes persistaient, alimentés par l'alcoolisme de Felice et leur passé tumultueux. La juge Lake fait appel à Dr Jamila Gatter, une experte de RISE Wellness et Spa, pour donner son avis. Dr Gatter explique que, bien qu'un homme de 49 ans ait généralement une fertilité normale, une vasectomie réussie devrait entraîner un nombre de spermatozoïdes nul, rendant la paternité impossible. Cependant, elle note que de nombreux hommes, comme Darren, omettent de faire le suivi crucial 1 an après le test de 3 mois. Darren confirme qu'il a réussi le test à 3 mois, mais n'a pas fait le suivi annuel, qui permet de vérifier les cas rares, environ 1 sur 4000. Où le tube déférent se reconnecte. Cette faible probabilité d'1,5% laisse la possibilité à Darren d'être le père de Caleb, donnant de l'espoir à Felice, mais ne supprimant pas les craintes de Darren. Les émotions de Darren sont intenses alors qu'il fait face à une décision impossible. Il aime Caleb et leur famille recomposée, où leurs 11 enfants sont les meilleurs amis, mais il n'arrive pas à se débarrasser des problèmes de confiance. Si Caleb n'est pas son fils, il estime qu'il devrait partir, craignant que Felice les trahit. Felice, en pleurs, s'accroche à la chance de 1,5%, croyant que Caleb est un don divin et insistant sur le fait qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir été avec quelqu'un d'autre. Les résultats du test ADN apportent le moment de vérité, et c'est un véritable choc émotionnel, Monsieur Baker est le père. La salle d'audience éclate en applaudissements alors que Felice et Darren pleurent, s'embrassent et déclarent leur amour. La juge Lake qualifie ce moment de spécial,
louant Félix pour être restée sobre depuis la grossesse et l'encourageant à continuer. Elle souligne le miracle de Caleb, né contre toute attente, et le parcours du couple pour reconstruire la confiance après un passé douloureux. Avec un avertissement léger sur le bébé numéro 2, la juge lève l'audience, laissant les Baker célébrer leur miracle. Mais ce n'est pas tout. Vous ne devinerez jamais ce qui se passe dans cette prochaine vidéo. Cliquez juste ici pour découvrir une affaire qui va vous scotcher. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous soutenir. Mettez un like et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.